RCGA 68 pour la revue finale de HPI Jump Shot. Comme toujours sur les engins pour les jeunes, est-ce que ça vaut le prix? La réponse est non. Neuf, entre 250 et 300 euros la version charbon, entre 300 et 350 la version brushless. Ça vaut pas le coup. Il y a des engins de bien meilleure qualité, plus performants, pour des prix équivalents. Ensuite, par contre, si on aime le look, c'est sympa, il y a une bonne bouille. Niveau dynamique aussi, il est très agréable à conduire. Il y a un très bon choix de pneumatiques et de dureté de suspension. Quand tout ça est bien réglé, l'engin est vraiment super à conduire. Non, vous aurez déjà vu l'essai à l'heure où je mets la vidéo en ligne. On se retrouve pas souvent sur le toit, sauf bien sûr dans le tout-terrain. Il peut faire un minimum de franchissement, pas grand chose. Ce que je leur reproche à HPI, c'est la protection zéro de la carrosserie. Donc nous, on a mis un skid plate RPM à l'avant, qu'on a passé un petit coup de décapeur thermique, une petite barre en nylon devant, on a fait un gros méga pare-buffle bien arrondi, ce qui fait que quand on heurte un obstacle, on peut bien grimper dessus, parce que d'origine, on reste accroché ici sur le petit patin qu'on voit en bas, et on arrête net la machine, ce qui endommage rapidement là-bas. Ici, plus de problème. À l'arrière, un vieux pare-choc de Losi LST, vissé dessus comme des bourricots. Et là, on est tranquille, on peut rester sur les deux roues, on peut taper sur le cul, il n'y a pas de souci. La carrosserie du coup a bien survécu. Ce que j'ai pas encore fait, c'est le petit arceau dedans, ça va venir, pour ne pas l'écrabouiller. Mais comme les montants, ça c'est un plus sur ce petit jump shot, les montants sont extrêmement souples, ça s'écrase de tous les sens, la carrosserie peut s'éloigner des obstacles. Les petits amortisseurs en plastique font bien leur boulot, malgré tout. Le cerveau d'origine a lâché suite à un ou deux chocs. Les petits pignons plastiques en ont eu marre. On a mis un petit 9 kg en pignon métal qui vaut 3 fois rien. C'est nettement mieux. Ce qui m'éclate, ce sont les tirants flexibles. On peut vraiment prendre des chocs démentiels où on se dit ça y est, c'est bon, on a tout cassé. Eh bien non, on n'a rien cassé à l'avant. Bémol, les biellettes de direction qui se déclipsent. Alors c'est bien côté roue. Par contre, c'est casse-pied côté sauve-cerveau. Je vais donc modifier ça, je vais mettre côté sauve-cerveau des biellettes vissées et on laissera côté roue par contre les biellettes d'origine pour pouvoir déclipser sur les chocs, ne rien casser d'autre. Ça c'est très bien. Véhicule waterproof avec un récepteur non pas waterproof et une boîte radio totalement absolument pas waterproof. Je vais montrer dans l'unboxing, je vais le remonter dans la revue finale. Il y a des ouvertures dessous, donc si vous prenez la flotte, et ben ça rentre et ça baigne là-dedans. Si vous ne démontez jamais, vous ne le saurez jamais, à un moment ça va coincer. Le récepteur, le variateur par contre, donc petit moteur à charbon, on peut le passer en lipo ou en NIMH en branchant, débranchant simplement un petit pont. Et on peut le passer sans marche arrière aussi facilement si on roule sur un circuit sur lequel on n'a pas le droit aux marches arrière. Suspension arrière, donc moins exposée au choc, a très bien encaissé aussi les gamelles. Le combo à charbon d'origine est d'une mollesse phénoménale, surtout à NIMH. C'est naze. Même pour un jeune, franchement, c'est un retour en arrière de 20 ans. Alors ils ont fait un nouveau système avec un moteur et un variateur embarqués en un seul morceau. Bien sûr, ça fait moins de câblage, moins d'électronique, etc., etc. J'espère juste que ça sera fiable, parce que je veux même pas savoir à combien ils vont nous vendre ça en pièces détachées et moteur plus vario. De plus, ça ne permettra aucune variation entre un vario et un moteur pour faire différentes choses. Monter sur un autre véhicule, c'est un peu naze. Surtout au prix où le vendre. Et la plus grosse bémol de cet engin, il y a un slipper, toujours bien sûr en 1/10, il s'obstine avec les dents en 72 dp, c'est-à-dire un module 0,6, des dents ridicules qui ne sifflent sans arrêt. Arrêtez ça, passez en module 1, à limite en 0,8, mais laissez tomber ces satanés mini-dents. L'autre chose, c'est que le carter de protection du slipper n'est pas étanche. Il n'y a aucune protection ici sur le réglage du slipper, donc il protège les projections, mais une fois que la saleté est dedans, eh bien, elle mouline tranquillement entre le moteur et la couronne et va usiner joyeusement tout ça. Ça va poser des problèmes au slipper avec le temps, etc. Et le truc le plus con encore, c'est que ce cache n'est pas démontable rapidement. En fait, si vous voulez l'enlever, il est nécessaire de démonter le tirant supérieur parce que le cache ne passe pas. Alors si ça c'est pas con. Suffisait de passer le tirant plus en avant ou tout simplement de le monter ici au-dessus au lieu de à l'arrière. Ça permettait les mêmes mouvements, mais ça permettait de démonter le cache facilement.
La boîte de vitesse, quant à elle, super solide. Le pignon, le différentiel ici, elle a le pignon taille droite, comme c'est le cas sur le Traxxas Slash. Je montre toujours pas là, c'est là-bas qu'il était. Transmission, aucun souci. J'ai donc roulé cet engin en 2S lipo. Il est très gourmand. Surtout qu'au bout d'un quart d'heure, avec une lipo 2S5000, donc la batterie arrive en cut-off, et le moteur était chaud bouillant, ça sentait le cramer là-dedans. Alors, HPI, ne nous faites pas des engins qu'on peut rouler en lipo si vous mettiez un moteur de merde qui tient pas. Il faisait frais dehors, puisque j'ai essayé la DT12 le même jour. Là, celle-ci était tiède, celui-ci était bouillant. Donc c'est vraiment nul. Je pense que le combo d'origine ne tiendra pas longtemps en lipo. Ceux d'entre vous qui en ont, j'attends vos retours. Moi je suis content, comme dit, de la dynamique et de l'utilisation de l'engin. Alors en occasion, ça vaut le coup. En plus cardan métal, tout ça on est tranquille. Tout est sur roulement à billes. Mais en neuf, en aucun cas, surtout pas en brochette. Ça vaut pas le coup. Grosse bémol, je le répète, l'absence de protection, enfin de pare-choc sur MT, ça c'est n'importe quoi. Mais c'est un truc que HPI aime bien faire. Le bullet flux c'était pareil, souvenez-vous, on arrachait la carreau, on flinguait tout. Voilà. Salut les gars, je vous dis à bientôt. Moi j'ai de la visite. Voilà, la suite. Je vais pas vous laisser planter là sans finir quand même, vous en faites pas. La trappe d'accès lipo. D'origine, l'ouverture s'arrête là. Vous êtes donc coincé. D'origine, le câble reste dans le bac. Moi j'ai modifié, on a percé en haut. On passe le câble par là, on branche ici. On peut faire ça carreau monté, il n'y a pas de souci, mais au moins à la place. Ce qu'on a fait en fait ici, c'est dégager le patin inférieur qui est là. Et de cette façon, on peut ouvrir la trappe comme il faut. Toute cette partie centrale, un peu, pour moi, est une grande blague. Le châssis TVP largement assez solide. Et on aurait pu faire nettement mieux que ce gros montage en plastique inutile, parce que si déjà il passe avec un moteur brushless avec le Vario derrière pour économiser un max de poids, on aurait aussi pu dégager ça. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs l'engin est aussi solide, c'est qu'il est extrêmement léger, il peut donc voler sans problème et se casser la figure. Quand c'est pas lourd, il se passe pas grand chose. Toute cette partie centrale, en fait, on pourrait la virer. Laisser la lipo tranquille posée au fond, avec deux velcro ou n'importe, et mettre tout ça un peu autrement. Enfin bref, il y avait de quoi faire nettement mieux qu'un grand bac pour la lipo, 3 fois plus gros, avec deux caches énormes pour cacher 3 fois rien. Mais ils ont fait du vite fait mal fait, puisque HPI à ce moment-là était en train de couler. Il fallait donc rapidement qu'ils sortent des véhicules pas chers et bon marché pour remonter la barre. Voilà. Si vous avez un HPI Jumpshot, ne remplacez pas les tirants supérieurs par des biellettes à pas inversées, vous allez casser les fusées. Il faut laisser ça comme c'est pas la peine non plus d'essayer de passer en 3S lipo, en 4S je sais pas quoi. Laissez cet engin en lipo 2S ou NiMH ou lithium fer. Par exemple pour les gamins, le lithium fer est le remplacement idéal pour les NiMH. Beaucoup plus endurant, beaucoup plus performant, avec la simplicité d'utilisation du NiMH. J'aimerais bien que les constructeurs nous fassent des véhicules pour débutants livrés avec des lithium fer ou même des lithium-ion qui traînent très bien aussi. On peut faire des cartouches de batterie avec ce genre de batterie par exemple. Vous pouvez faire un élément, vous pouvez faire 8 éléments empilés. Vous en mettez 4 et 4, vous avez la taille d'un AQ NiMH. Vous aurez un voltage nettement supérieur. On va se retrouver en 15 ou 18 volts. On peut donc mettre un moteur à charbon, un moteur brushless qui tourne pas vite. Et rouler des plombes, puisque ces batteries existent en 3600-4000 mAh, donc avec un voltage de 15-20 volts, un moteur qui tourne à 500 kV, le gamin sera parti 1 heure, tranquille, doigt dans le nez. Il n'y aura même plus besoin de démonter la batterie, on peut l'intégrer au châssis, la prise sur le châssis, pourquoi pas, comme sur les VTT électriques. Mais là, on rêve, c'est pas encore, ça va venir. Salut les gars.